2 mars 2020, le conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers, la directrice générale Christine Labelle. Dans quelques instants avec eux, on va parler de moules zébrés, station de lavage sur le lac Magog, point d'interrogation, projet qui est en réflexion. On a le départ de Mme Lynne Comeau qui est à la comptabilité ici, ouverture de poste éventuellement, et quelques contrats qui sont en voie d'être donnés ou donnés. Mais on va ouvrir avec un sujet qui risque de piquer la curiosité. C'est une demande au ministère des Transports du Québec pour voir à ce qu'il puisse y avoir à tout le moins une étude pour la réduction de la vitesse sur la 108. On parle de la portion suite à la grande descente qui s'en va vers Magog. Descente si agréable quand on aime un peu la vitesse, mais évidemment pour les commerces dans le bas de la côte, ben là c'est moins évident parce qu'on craint d'avoir des accrochages, des accidents qui pourraient être sérieux. Monsieur Demers. Oui, exactement. Il faut faire revoir ça par le ministère des Transports, particulièrement quand on arrive dans le bas de la côte. Oui, il y a les commerces, mais il y a aussi le chemin Foran, d'où sortent de nombreux camions. Toutes les carrières sont situées dans ce secteur-là, doivent sortir sur le 108 à une vitesse tellement plus lente que le trafic. On veut voir si on peut configurer différemment. Puis il y a la section aussi de l'autoroute qui est très importante, qu'on veut revoir, parce que d'un côté comme de l'autre de l'autoroute, on ne se voit pas présentement avec la configuration. Souvent des freinages serrés pour éviter des voitures qui rentrent, qui prennent l'autoroute ou chemin du Brûlé d'un côté et chemin Archambault de l'autre. Le commerce d'où origine la demande en question, c'est la boucherie René Richard. Est-ce qu'on parle vraiment d'accrochage régulier, comme plusieurs par année, ou si, somme toute, c'est la peur de l'accrochage éventuel? On parle pas nécessairement d'accrochage, puis oui, au niveau de la boucherie, mais aussi les propriétaires du camping nous ont beaucoup parlé de ce côté-là. Toutes les roulottes qui arrivent avec ce trafic-là rapide, en pleine courbe, il y a de la difficulté de ce côté-là. On ne veut pas attendre justement qu'il y ait des accidents majeurs pour revoir, puis au moins penser la façon que ça pourrait se faire autrement que qu'est-ce qu'on a présentement comme circulation. On avait parlé il y a 1 an, sinon 2, d'une intersection un peu plus loin, là, autour de l'autoroute. Il y avait une réflexion pour pouvoir mettre des pancartes d'arrêt aux entrées-sorties d'autoroute et on n'a jamais eu le résultat. Bon, on voit juste qu'il n'y a pas de stop qui se sont installés. Par qui avait été faite la démarche déjà et puis pourquoi, au final, on avait décidé de ne pas ralentir à ce moment-là la circulation à cet endroit-là? Bien, l'analyse fait tour par le ministère des Transports. C'est à eux que ça l'appartient. Puis une entrée et une sortie d'autoroute, on n'est pas capable de prouver à cet endroit-là qu'il y a de l'attente de façon majeure. Là. Il n'y a pas d'attente jusque sur l'autoroute pour prendre le 108. On n'est pas à ce niveau-là à penser de ralentir complètement l'axe où il n'y a plus de circulation. C'est ce qu'il ne faut pas non plus. Là. C'est pour ça qu'on travaille avec eux pour trouver des solutions. Ils ont déjà mis de la lumière, ce qu'il n'y avait pas avant, pour permettre quand même le soir une meilleure visibilité de ce côté-là. Y a-t-il d'autres éléments qu'on pourrait rajouter? Mais c'est pas toujours l'effet d'arrêter le trafic qui est mieux. On parle souvent d'environnement, des véhicules qui partent carrette, c'est pas l'idéal. Est-ce qu'il y a vraiment le volume nécessaire pour aller jusque-là? Sinon, est-ce qu'on peut ralentir un peu la vitesse? C'est-à-dire, est-ce que cette zone-là pourrait passer à 70 au lieu de 90? Puis c'est pas juste de la ralentir, après de la faire respecter, là. On va aller faire un tour du côté des moules zébrés maintenant. Il y a le rapport 2020 sur la moule zébrée de la MRC de Memphremagog. Et dans tout ce rapport-là, il y a une réflexion en ce qui concerne le lac Magog lui-même. Est-ce qu'il faut, oui ou non, installer une station de lavage? Certains sont pour, certains sont contre. Quels sont les arguments, là? Madame Labelle, je me tourne vers vous. D'un côté comme de l'autre, là. Pourquoi être pour, pourquoi être contre? En fait, les stations de lavage servent et sont très efficaces lorsque les bateaux sont bien lavés. Et ceci dit, c'est quasi impossible d'obliger tout le monde à laver son bateau. Donc, je pense que ça, c'est un des arguments pour les gens qui ne sont pas certains que ça réduirait la moule zébrée. On a une station de lavage, mais il y a plusieurs endroits toujours sur un plan d'eau où accéder. D'autre part, d'autres disent qu'une station de lavage, par exemple, je prends la station mobile de Bleu-Massawippi qu'ils avaient l'année dernière, ça peut devenir un outil de sensibilisation. Donc, je pense que les 2 principaux arguments sont là. Il faut sensibiliser, il faut informer les gens. Hier soir, en séance de conseil, on a eu des demandes à cet effet-là de pêcheurs, de gens qui habitent proche du lac. Donc, ce sont des bons observateurs pour
avoir des arguments valables pour dire il faudrait qu'il y ait une station de lavage. Mais c'est très cher, une station. Si je me souviens bien, c'est quasiment 100 000 Bleu Massawippi qui avait été subventionné. Donc, ce serait un projet qui devrait être discuté entre les municipalités limitrophes. Donc, seulement sur le lac Magog. Il y a Sherbrooke, il y a Magog, il y a Sainte-Catherine-de-Hatley. C'est quand même des budgets importants. Mais ça pourrait devenir un élément de sensibilisation, une campagne plus agressive, peut-être. Et donc là, ça prendrait une station de lavage par municipalité ou par... Parce qu'on peut pas en mettre juste une et puis après ça, espérer que ça va avoir un impact X. Là. Il faut que tout le monde... faut qu'il y en ait plusieurs tout le tour du lac pour que ça réduise vraiment, j'imagine. Là. Il existe des stations de lavage mobiles, mais lorsqu'on lave un bateau, il y a les eaux résiduelles. Donc, si la station, elle est mobile, qu'est-ce qu'on fait avec les eaux de lavage? Si on est capable de s'installer assez loin du plan d'eau, l'eau peut être absorbée par le sol, mais si on est très proche du plan d'eau, on lave un bateau, puis le tout se retrouve dans le plan d'eau, c'est pas nécessairement efficace. Donc, il y a des pour et des contre. Une station mobile pourrait faire en sorte qu'on n'aurait pas à acquérir plusieurs stations de lavage. Et dans le rapport 2020 sur la moule zébrée de la MRC de Memphremagog, est-ce que le lac Magog, qu'on appelle souvent le petit Magog, est-ce qu'il se distingue pour une quantité astronomique là, de moules par rapport à ce qui se passe ailleurs dans la MRC, M. Demers? Présentement, dans les MRC, 2 lacs sont atteints, soit le Memphremagog et oui, le lac Magog, il y en a, mais très peu. Les quantités, présentement, sont quand même minimes de ce côté-là. Ce qu'ils nous disent, c'est que le lac Massawippi n'en a pas présentement, mais aurait toutes les facultés de l'avoir et de la multiplier rapidement. Les autres l'avaient moins, puis pourtant, c'est déjà là qu'ils sont. Quand on parle de stations de lavage, il ne faut pas les multiplier non plus. Un lac qui est quand même beaucoup plus grand, le Massawippi, a seulement 2 stations à ses extrémités. Il y a une question de coût, puis au-delà du coût d'installation, il y a des coûts récurrents autour de ça. Et il faut regarder de quelle façon. Puis il y a des lacs qui n'auront jamais de station de lavage par leur dimension, différentes façons. Mais le lac Magog, ça n'est une situation qu'il faut au moins l'analyser puis comprendre, puis le travailler les 3 municipalités ensemble. Départ de Mme Lynn Comeau, tout ce qui est comptabilité, en fait, qui est orchestré ici par Mme Comeau. Alors, on donne un mandat à ce qu'on appelait autrefois les chasseurs de tête, et donc des gens qui sont mandatés pour pouvoir essayer de dénicher la perle rare qui prendra le relais de Mme Comeau ici. Mme Labelle, je reviens vers vous. Les technicalités de tout ça, s'il y a des gens qui veulent appliquer maintenant sur le poste, là, tout est ouvert déjà? Le poste a commencé à être affiché vendredi dernier dans le reflet du lac. On le verra dans la prochaine publication. L'ouverture du poste est jusqu'au 20 mars et idéalement, les entrevues se feront à la fin mars. Donc, on a effectivement fait affaire avec une firme de Sherbrooke, Brio RH, pour nous aider à aller rapidement. Mme Comeau quittant le 30 avril. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. Madame Comeau, c'est un des piliers au niveau des employés ici, une des piliers, là. Elle est là depuis très longtemps. Oui, plus de 20 ans. Je crois que c'est 97 ou 98 son arrivée à la municipalité. Même moi, j'étais pas là. Ça fait que oui, ça fait plusieurs années qu'elle est présente, puis un employé qui a toujours été apprécié, et tu sais, confrère, consoeur de travail, mais de la population aussi. Grand merci à Lynn pour toutes ces belles années. Dans le cadre du poste précédent, là, on a eu de la difficulté à combler, à trouver quelqu'un qui allait prendre le relais du contremaître. Est-ce qu'on pense encore là avoir peut-être besoin de la sortir de la retraite comme on avait fait avec l'ancien contremaître? Toujours une bonne question. Puis c'est quand même pour ça qu'on a fait affaire aussi avec une firme. On s'est dit, prenons pas de chance, il faut trouver quelqu'un. Puis idéalement, si on peut trouver quelqu'un de la région le plus proche possible, je pense qu'il y a plus de chances de l'avoir à long terme. Ça fait que s'il y a des gens intéressés, ben n'hésitez pas à déposer vos CV. Appel sur invitation pour la correction, le rechargement des chemins. La Vallée, Colline, Bunker. Ce sont les 2 chemins sur lesquels il va y avoir là, les gros travaux de rechargement pour l'année 2020. Madame Labelle, je reviens vers vous. Combien de compagnies ont été invitées à déposer une soumission? En fait, une demi-douzaine de compagnies seront invitées. Donc, le Conseil a autorisé hier les démarches d'appel sur invitation.
Les chemins concernés sont les chemins de la colline Bunker et la vallée. Ce sont deux des chemins qui ont été ciblés prioritaires dans le nouveau plan d'intervention en voirie de la municipalité qui a été présenté publiquement en février. On a un printemps, vous me le disiez en pré-entrevue, Madame Labelle, une fin d'hiver, début de printemps horrible pour les chemins. Et on sait qu'une fois que c'est asphalté, bien, ça coûte encore plus cher à réparer. Est-ce qu'il y a un avantage avec les chemins de gravier là, dans le type de printemps, de fin d'hiver et de printemps qu'on connaît là? Est-ce qu'au final, c'est moins coûteux? Est-ce que c'est plus facile d'entretien? Tout ça, là. Plusieurs questions intéressantes. Au final, est-ce que c'est plus coûteux? Je serais pas prête à dire ça. Facilité d'entretien, certainement. La municipalité a toujours un budget de réparation printanière, donc ce n'est pas complexe comme technologie. Là, il s'agit de niveler au bon moment, niveler les routes, aplanir les nids de poules, ensuite épandre le rechargement. Quand on va en asphaltage, évidemment, il s'agit d'une toute autre manœuvre parce qu'on valide toujours dans un premier temps l'état de la chaussée, on fait des sondages, on évalue les épaisseurs de chaussée différentes. On fait souvent affaire avec des ingénieurs parce que les montants sont très élevés, donc on doit avoir des plans et devis signés. Donc, on ne parle pas du tout du même processus. Et donc, est-ce qu'il y en a un qui, au final, serait une meilleure idée? Là? Si on repensait nos routes ici aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment la peine de chercher à asphalter systématiquement, M. Demers? Ça dépend vraiment des endroits, mais oui, il y a certaines côtes, il y a des endroits pour l'érosion qu'on aurait un avantage à en avoir. Mais pour l'absorption de l'eau sur d'autres éléments, c'est vraiment... coin par coin, là, on peut pas le mettre de façon générale, mais il y a quand même de la demande de ce côté-là dans des développements, des endroits que les gens voudraient utiliser plus facilement, puis pas être dans la boue, évidemment. C'est une demande citoyenne, mais votre question est plus large à dire le coût ou puis le coût environnemental de tout ça, la décision, ça va varier d'un secteur à l'autre. Démolition de la grange, le contrat est donné, finalement, encore? Je croyais que c'était déjà fait. L'année dernière, on avait entamé des démarches pour tenter de faire affaire avec des récupérateurs de bois de grange. Donc, effectivement, il y a un an, une résolution avait été adoptée dans ce sens. Au final, toutes les entreprises qui récupèrent le bois nous ont dit que le bois n'avait pas de valeur, donc on n'a pas trouvé de récupérateur. On a entamé donc une démarche différente, c'est-à-dire demander des estimés de différents entrepreneurs qui font de la démolition carrément. Donc, le plus bas soumissionnaire, Efrasco, a obtenu le contrat hier. Donc, on va procéder au courant des prochaines semaines à la démolition de la grange, de toute la partie aérienne de la grange, pas des fondations. Et qu'est-ce qui va advenir des fondations? Fondations de béton, on ne sait pas, toujours pas? Bien, cette étape-ci, il n'y a pas d'urgence de ce côté-là. Là, on a un bâtiment qui commence à s'écrouler à des endroits. On sait qu'il devient dangereux. On l'enlève. La deuxième étape, on se dit, bon, ben, vu que ça n'a pas d'impact, la fondation qui va rester à ce moment-ci, ça nous laisse le laps de temps. S'il y a une décision de faire quelque chose de différent avec ce terrain-là, tant qu'avoir à escaver et à faire des travaux, ben, on pourra le faire en même temps. Et le comité de la Saint-Jean aurait peut-être été heureux d'avoir une grange comme ça pour faire un feu de la Saint-Jean. Des gens dans la salle nous ont dit la même chose hier soir. Puis étant donné qu'on a été en soumission dans ce dossier-là, on dit, ben l'entrepreneur, s'il décide de regarder autrement ou si... Mais c'est sûr qu'on peut pas avoir d'amas de planches quelque part. Il y a le risque de feu aussi. Mais ce sera à lui de gérer s'il est capable de trouver autre façon de s'en départir. On va conclure l'entrevue avec les arbres, distribution d'arbres 2020 dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une date qu'on peut donner, Madame Labelle. On a eu l'invitation de l'Association forestière à l'effet de commander les arbres. Donc, à partir de ce moment-là, on connaît la date de livraison qui auront lieu les 13 et 14 mai. Donc, on pense qu'on pourra faire la distribution le vendredi 15 mai. Donc, c'est une distribution multiple. On distribue les arbres de l'association. On fait l'acquisition d'arbustes pour la revégétalisation des bandes riveraines avec la MRC. On distribue du compost qui provient de la régie de Quaticook et le comité ici fait l'acquisition de quelques plantes d'asclépiades pour encourager les citoyens amis des monarques.
Tout ça, donc, le 15 mai prochain. Merci beaucoup à vous deux. Donc, je vous rappelle, chers auditeurs, que nous avions avec nous Jacques Demers, maire de la municipalité, Christine Labelle, directrice générale de Sainte-Catherine-de-Hatley. Donc, à vous deux, merci. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone,